Bon alors Portimao, hein, c'est un beau circuit vraiment, mais quand on a trop de caméras embarquées, je sais pas, ça m'a foutu la nausée. Pourtant j'adore tout ce qui est Grand 8, les roller coasters et compagnie, mais alors là, je sais pas, au bout d'un moment, mon bide il se faisait trimballer, mais par procuration. J'étais à la maison tranquille sur le canapé, je regardais le Grand Prix, je regardais les essais libres, les caméras embarquées, c'est bon. Voilà, comme quoi, ça doit être vraiment sacrément dénivelé là-bas, donc ça reste un super circuit, ce circuit de Portimao. C'est beau, on a eu un beau Grand Prix. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix du Portugal 2020. C'est parti. Première réaction, on va parler de Sergio Pérez et de Pierre Gasly un peu plus tard, ça sera une deuxième réaction, mais la première réaction c'est sur Sergio Pérez, élu pilote du jour. Et oui, mesdames et messieurs, qualifié P5 quand même avec sa Racing Point, belle prestation de la part du pilote mexicain, qui s'est bien élancé et qui a vu un certain Valtteri Bottas être très agressif sur Verstappen au virage 3, qui l'a emmené bien à l'extérieur, il s'est dit attends Coco, moi je vais croiser tout le monde et je vais prendre la place à Verstappen. Bon, manque de bol, dans le quatrième virage, Verstappen sous-vire, chope la roue arrière gauche de Sergio Pérez, tête à queue, crevaison lente, faut rentrer au stand, on met, je crois, les médiums, et derrière la stratégie a été un peu compliquée, mais il est remonté jusqu'à la P7 en partant P20 du coup à la fin du premier tour. Donc, ouais, sacrée performance de la part de Pérez, assez incroyable, de beaux dépassements, des belles batailles avec Esteban Ocon notamment et Pierre Gasly, mais ça on va revenir dessus. Bon, forcément, on va parler un petit peu du contact entre Verstappen et Pérez. Alors, je reconnais que je comprends pas bien la constance dans la décision des commissaires de course justement de la FIA, parce que ce genre d'incident, on en a eu plein précédemment. Le dernier qui me paraît vraiment très similaire, c'est Alex Albon et Lewis Hamilton en Autriche, puisque au Brésil c'était différent, Hamilton était en position d'attaque, là en Autriche c'était Hamilton en position de défense. Et du coup, eh bien Alex Albon en position d'attaque mais par l'extérieur. Là Pérez c'était un petit peu la même chose, sauf que bon, on peut pas trop en vouloir à Verstappen, il doit prendre son virage, mais il est pas bien positionné à la base, et forcément il allait avoir quoi qu'il arrive du sous-virage, et en plus de ça, juste devant lui, il y a Valtteri Bottas qui se met devant pour prendre sa trajectoire normale, ça lui coupe eh bien l'aéro, du coup moins d'appui, sous-virage. Pérez prend peut-être pas assez de marge, et pourtant sur la caméra embarquée, je trouve qu'il prend de la marge, il se tape, et dommage. Bon. J'ai pas compris pourquoi on n'avait pas mis 5 secondes à Max Verstappen, c'est un peu dommage je trouve. Mais bon, c'est la course, voilà, c'est comme ça. Écoutez, bon bah voilà, on va pas faire non plus le championnat du monde de l'enquête. Puis alors forcément, il y a eu quand même une super belle passe d'armes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu deux voitures côte à côte pendant 7 virages, les enfants, c'était incroyable. J'ai adoré. Esteban Ocon et Sergio Pérez qui se connaissent plutôt bien, puisqu'ils ont été coéquipiers chez Force India en 2017 et 2018. Autant vous dire que en plus ça s'était jamais forcément très bien fini entre les deux. Il y a eu du respect, il y a eu de l'agressivité et dans les défenses et dans les attaques. Ça s'est croisé, décroisé sur cette virage, etc. Beau joueur de la part, beau jeu de la part d'Esteban Ocon, puisque sur les réseaux sociaux, il a félicité Sergio Pérez sur bien la belle passe d'armes. Ça fait plaisir aussi de voir que voilà, on avoue que il est peut-être un petit peu plus fort, en tout cas sur ce moment-là, et que on a pris du plaisir, et c'est ça aussi qui compte en Formule 1. Tout ça pour vous dire que finalement, la Racing Point et la Renault sont relativement proches en termes de performance, et justement, il faut qu'ils soient vraiment aussi proches en termes de performance pour pouvoir avoir une bataille, sur quelques virages. Alors c'est aussi facilité finalement par le tracé, puisque sur ce tracé de Portimao, comme dirait Alexandre Caldi, il y a plusieurs trajectoires sur chaque virage quasiment, et personne prenait les mêmes trajectoires, donc on peut faire vraiment un peu tout ce qu'on veut. Ça a été facilité aussi par le tracé, ce beau combat, et ça on en redemande évidemment. C'est pas comme sur d'autres circuits où on a vraiment qu'une trage, par exemple Imola, on a à peu près qu'une seule trajectoire. On verra ce que ça donne d'ici quelques jours, puisque à la fin de la semaine, on se rendra à Imola. Donc non, oui, clairement, Sergio Pérez, driver of the day, oui, il m'a régalé, moi j'adore, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Deuxième réaction, on va parler de Pierre Gasly. Et ouais, vous m'avez dit, des pilotes, t'as pas parlé de Pierre Gasly dans ton Fast 5, qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est bon, ça va. On n'est pas obligé de parler de Pierre Gasly dès qu'il va faire une super perf. Là, il a fait une super perf. Bon, je vais en parler, ok. On adore évidemment Pierre Gasly qui nous a sorti une superbe course P5 à l'arrivée, alors que le moteur Honda le vendredi avait cramé, mais alors là, il a ouvert le capot moteur, on a fait un barbecue, les petites saucisses, les petites grillades, bien comme il fallait là c'était n'importe quoi. Il a pas changé de moteur, faut quand même le souligner, les mécanos ont tout réparé pour que ils puissent faire le samedi et le dimanche.
honnêtement, petit miracle, comme dirait Julien Billiot de chez Auto Hebdo, petit miracle que le moteur, on n'ait pas eu besoin de changer d'éléments. Donc P5 à l'arrivée, absolument incroyable, des beaux dépassements, osés, couillus, bref, ça a été agressif juste comme il fallait. Et quand il a la bonne voiture, les bons ingénieurs, les bons mécanos, et que l'ambiance dans l'écurie est parfaite, et ben il performe. Bah ouais. Et ça j'adore. Ça j'adore. Non, la course de Pierre Gasly, elle est bonne, elle est magnifique. Bon alors forcément un point qui a fait aussi pas mal parler sur Twitter et dimanche, eh bien c'était la bataille entre Pierre Gasly et Sergio Pérez, notamment la défense de Sergio Pérez la première fois, qui a fait ouh là là, mais qu'est-ce qu'il fait machin. Non. Alors je vais pas rétablir la vérité, mais on va essayer de remettre un petit peu en contexte. Pierre Gasly et Sergio Pérez se décalent à peu près en même temps à l'arrivée du virage numéro 1. Gasly a le DRS, Sergio Pérez ne l'a pas. Ça se décale et puis Gasly arrive trop vite et puis arrive pas à passer. Donc du coup, il met un coup de frein avant la zone de freinage, puisqu'il faut bien comprendre que quand Sergio Pérez se décale, c'est pas dans la zone de freinage, mais bien avant. Faut quand même préciser ça. La chose, c'est que effectivement, on a l'impression en caméra embarquée avec Gasly que Sergio Pérez se décale en 2 fois, alors que ce n'est absolument pas le cas en caméra extérieure. Pérez se décale bien continuellement. Alors oui, il se décale pas genre d'un coup sec en disant non, je prends absolument l'intérieur. Vraiment, il se décale continuellement pour fermer la porte à Gasly. C'est une manœuvre assez agressive qui est tout à fait faisable, qui est pas forcément réprimandable. En fait, la chose, c'est que Gasly s'est dit à un moment donné, il s'est suffisamment décalé, j'arrive suffisamment vite pour me mettre à hauteur. Et en fait, il va donner un petit coup de volant à la gauche et il se dit ah bah non, en fait, il continue à se décaler. Donc il va reprendre et puis il va mettre le pied sur le frein. Et alors là, on est quand même à 325 ou 330 km/h. Donc si tu veux, si t'as pas les réflexes, c'est bisous, ciao, belle, au revoir à tutti, tu vois. Donc non, clairement, Pérez est absolument pas en tort. Je trouve la réprimande presque sévère. Gasly a pas gueulé non plus à la radio en disant mais c'est qui, ce fou, furieux, machin, etc. Il a dit ah, agressif quand même, le petit Sergiolito, donc je vais tenter une autre fois. Donc finalement une passe d'armes entre deux pilotes qui se respectent, qui a été assez agressif, mais moi j'ai envie de voir ça. Le gros problème en fait sous-jacent à ça, et c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a une réprimande sur Sergio Pérez, c'est que malheureusement le DRS aujourd'hui, avec les voitures d'aujourd'hui, a eu un impact qui est énorme, qui est beaucoup trop gros, parce que là le différentiel de vitesse entre Sergio Pérez et Pierre Gasly est beaucoup trop fort, beaucoup trop fort. Et donc du coup, forcément, ça laisse moins de temps de réaction pour pouvoir poser une défense, pour pouvoir poser une attaque. Et un jour, moi je vous le dis là maintenant tout de suite, un jour, malheureusement, ça va mal se terminer parce que la voiture de devant va servir de tremplin à la voiture de derrière. Sur une incompréhension de pilote, ce sera ni la faute du gars de devant, ni la faute du gars de derrière, juste parce qu'il y aura tellement d'écart de vitesse entre les deux voitures qu'il y en a une qui va se satelliser, comme dirait Julien Febvreau, et que là, ça risque de mal se terminer. Alors, le DRS, c'est pas mauvais en soi, c'est juste qu'aujourd'hui, on l'exploite absolument pas du tout comme il le faudrait. Troisième réaction, ça dépend, hein, si vous avez regardé Inglourious Bastard, vous savez. Troisième réaction, Kimi Raikkonen, justement, qui nous a pris un départ insolent. Non, mais là, c'est le terme, hein, insolent. Alors, on sent qu'il y a eu une petite expérience quand même en rallye, hein, puisque le Finlandais est parti faire du rallye en 2010 et 2011 avant de revenir en Formule 1, puis c'est un Finlandais, donc forcément c'est né, c'est quasiment né sur une spéciale de rallye, hein, Finlandais, hein, on va pas se le cacher, clairement, on adore ça. Mais en revanche, les IA étaient réglés sur 0% a priori. Même lui s'est dit à un moment donné dans le tour, je comprends pas qu'ils foutent quoi les autres, je comprends pas, pas très bien, moi je trace. On sent quand même que y a eu aussi une bonne chauffe des pneumatiques et c'était extrêmement important pour le départ. Il fallait vraiment pendant ce tour de formation chauffer à bloc les pneus comme on le pouvait pour justement avoir du grip tout de suite. Et alors certaines voitures ont eu cette possibilité-là, d'autres l'ont eu un petit peu moins bien. Et en fait tout ça nous met en lumière finalement ces premiers tours de course assez incroyables avec quelques petites gouttes de pluie aussi, hein, parce que bon voilà, il a pas non plus plu des cordes. Quelques petites gouttes de pluie tout de même, mais tout ça pour vous dire que finalement, on a vu tout de suite la différence clairement entre les voitures qui ont tendance à vraiment beaucoup dégrader les pneus et donc qui les surchauffent assez rapidement, la McLaren, les Alfa Romeo, peut-être les Williams aussi, quelques autres voitures, et d'autres voitures plus genre top team qui ont tendance à moins attaquer les pneus, qui ont tendance à être plus précautionneux avec les pneus et du coup qui les chauffent peut-être un peu moins vite. Et c'est aussi beaucoup mis en lumière par le fait qu'il y en a qui étaient en soft et d'autres en médium. Et en médium, on a eu du mal à faire chauffer les pneus, mais une fois que les pneus étaient chauds, on les revoyait plus. Et alors par contre, les Kimi Raikkonen, tu vois, lui il s'est arrêté très tôt dans la course et derrière ça a été très compliqué pour maintenir les pneus médiums puisqu'il a fait un énorme relais en pneus médiums.
Et du coup, bah effectivement, les pneus médiums, ils ont pas tenu parce que la voiture dégradait trop les pneus. Et donc, ça nous a permis finalement, c'était assez intéressant de voir qui dégradait les pneus, qui les dégradait moins. Et donc, bah, a fortiori, on voyait qui surchauffait tout de suite les pneus et du coup rentrait dans la bonne fenêtre de température qui est pas celle qu'on a habituellement, et ceux qui n'arrivent pas à rentrer dedans tout de suite. Quatrième réaction, on va parler un peu positivement de Ferrari. Ah, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de le faire, donc on va le faire. On va vraiment, on va saisir l'opportunité. On va parler évidemment de Charles Leclerc puisqu'il a fait une P4 et que bon, c'est difficile de parler en mal de Charles Leclerc, c'est pas possible presque. Il fait tout très bien, il est adorable comme garçon, donc non, non, c'est trop compliqué de parler en mal de lui, c'est pas la peine. Mais en tout cas, Ferrari, là pour le coup, on peut parler en bien et ça fait plaisir. Ils ont apporté des améliorations à Portimao, ça a plutôt fonctionné. Et en fait, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que sur toutes les caméras embarquées que vous avez eues ce week-end, ça se voit que la Ferrari, contrairement au début de saison, la Ferrari, elle est devenue saine en termes de pilotage. Ça se voit que les pilotes, ils ont moins peur sur l'attaque des virages, sur l'attaque des freins, sur les sorties de virages, etc. Ça se voit que ça y est, la voiture, elle est saine. Alors, à partir du moment où la voiture, elle est saine, on reprend de la confiance en termes de pilotage, mais ça veut pas dire qu'elle est tout de suite performante. Donc ça, tout de suite, bon, voilà, faut bien se l'avoir en tête, hein, évidemment. Ça n'empêche pas que Charles Leclerc nous a fait une très belle qualif, qu'il nous a fait une P4 dans le même tour que le leader en course. Ah oui, quand même, hein, parce que sinon tout le monde était à un tour. Donc non, bravo Charles Leclerc pour le coup, encore une fois, bon bah le talent hein, évidemment, mais surtout la voiture qui ça y est saine et permet d'attaquer un peu plus. Sébastien Vettel était aussi un petit peu plus en confiance. Faut savoir que eh bien et Charles Leclerc et Sébastien Vettel pendant le week-end sont partis notamment en tête à queue plusieurs fois. Alors c'est pas forcément dû à la voiture, là pour le coup c'est vraiment dû à un problème de chauffe de pneumatique qui a été l'un des plus gros problèmes sur ce Grand Prix de Portimao. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, ils n'ont pas été les seuls à être un petit peu dans la galère à ce niveau-là, mais en tout cas la P4 de Charles Leclerc, elle est belle, la P10 de Sébastien Vettel, elle est belle aussi, il y a eu des dépassements, enfin on le sent un peu mieux. Alors oui, c'est pas encore au niveau de Charles Leclerc et je pense sincèrement que c'est pas forcément un problème de pilote, c'est plus un problème de voiture, que la voiture ne convient pas à Sébastien Vettel mais qu'elle convient plus à Charles Leclerc. Et que, voilà, il se prend quand même une sacrée valise. Vous vous rendez compte, on est en train de se réjouir de la 10e place de Sébastien Vettel chez Ferrari, quadruple champion du monde quand même. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Mais voilà, il y a du mieux, ça fait plaisir. Le moteur, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, ça annonce quand même peut-être un petit peu la tête en dehors de l'eau pour Ferrari sur cette fin de saison et on espère que ça ira mieux pour les rouges. Et enfin, cinquième et dernière réaction avant un petit bonus. Oui, petit bonus, mais cinquième et dernière réaction sur George Russell. Oui, j'avais envie de parler de George Russell qui nous a sorti un très beau week-end aussi en Q2. Et ouais, il y a des progrès chez Williams, il y a des progrès chez Russell, ça fonctionne bien. P14 en course, à la régulière parce qu'il y a eu un seul abandon, c'est celui de Lance Stroll. À la régulière, P14, ça s'est battu même avec Sébastien Vettel, croisé, décroisé, ce genre de choses, on a bien aimé. Non, franchement, ça fait vraiment plaisir. Normalement, il est assuré pour l'année prochaine, mais il y a beaucoup de rumeurs insistantes sur Sergio Pérez qui pourrait prendre sa place chez Williams. Ce serait absolument vraiment dommage. On risque de... Si c'est le cas, ça risque de répéter l'histoire d'Esteban Ocon qui pouvait très bien prétendre au baquet Mercedes et qui s'est retrouvé un an sur la touche. Nicolas Latifi était vraiment pas trop dans le coup, il a pas cherché d'excuses et il a dit j'ai aucune excuse de toute façon, j'étais pas dans le rythme, et c'était aussi le cas de pas mal de pilotes finalement sur ce week-end. Certains ont tout de suite compris comment faire fonctionner les pneus avec leur pilotage, d'autres ont jamais réussi à trouver la solution. C'était vraiment un week-end un peu compliqué, c'était vraiment sur la capacité d'adaptation du pilote face à ces conditions-là plutôt que le talent pur, hein, évidemment. Mais voilà, on a vu quand même quelques très bons pilotes émerger sur ce Grand Prix de Portimao. Bon allez, le bonus, hein, évidemment, on va parler forcément de Lewis Hamilton qui vient de battre le record de Michael Schumacher, 92 victoires. Je sais pas si vous vous rendez compte, et je pense qu'on s'en rend pas forcément très bien compte, et il faudra un petit peu de temps pour digérer un petit peu tout ça, probablement comme les 7 titres mondiaux qui vont arriver. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai peur que les 92 victoires aient un plus gros impact, on va dire émotionnel, que le 7e titre de Lewis Hamilton en fin de saison, parce que on sait qu'il est joué. Il n'y a pas eu vraiment de concurrence cette année pour Lewis Hamilton, mais au-delà de la performance globale et pure de ce pilote qui est c'est statistiquement presque l'un des meilleurs au monde, de l'histoire même de la Formule 1. Voilà, je sais pas si on en fait trop en termes de communication, etc. C'est ça qui me gêne un petit peu. Je sais pas, j'ai l'impression que
peut-être que ça fait trop longtemps qu'il gagne et que j'arrive pas à savourer cette 92e victoire comme j'ai pu verser des larmes pour d'autres choses. Voilà, j'arrive pas à trouver le caractère exceptionnel. Pourtant, on sait qu'il est là. Hein, quoi qu'il arrive, 92 victoires, vous vous rendez compte? Mais j'arrive pas à saisir ce caractère émotionnel exceptionnel de ce qu'il a fait. Et je pense que ça prendra peut-être, pour ma part en tout cas, un petit peu de temps avant que ça me percute et me dire waouh, j'ai quand même vécu 92 victoires de Lewis Hamilton, puisque je regarde la Formule 1 avant même qu'il soit en Formule 1, le Lewis Hamilton. Donc j'ai quasiment vécu toutes ces victoires et c'est quand même quelque chose d'absolument incroyable. Donc voilà, chapeau bas à Lewis Hamilton, qui est un incroyable pilote. Il y a rien à dire. Il a mis 25 secondes à Bottas. Enfin, et puis il est allé chercher cette 92e victoire pour le coup, parce que là, il avait même une crampe dans le mollet, autant te dire que. Enfin bon, bref, il a tracé, il a dit non, et puis il était essoufflé à la radio, donc bravo Lewis Hamilton, il y a rien à dire là-dessus. Juste pour terminer ce petit bonus, je ne parlerai pas de Alex Albon puisque j'ai une vidéo qui va sortir dans pas longtemps. Je ne parlerai pas sur Stroll aussi. Stroll sur qui je trouve on a tiré d'un coup, mais sans forcément trop analyser la situation. Voilà, je trouve qu'on lui tire trop facilement dessus parce qu'il a cette étiquette de pilote de fils à papa qui est à l'écurie. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors oui, en course sur Norris, il est probablement en tort, même si bon bah voilà, il y a peut-être un peu plus à aller chercher en termes de réflexion sur cette situation que c'est un fils de riche et puis il a fait de la merde. Voilà, il n'était pas du tout dans le rythme ce week-end. Clairement, il a fait vraiment de la merde, mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut le dézinguer comme pas possible? Je suis pas sûr, parce qu'il a montré quand même de belles choses. Faut qu'il se ressaisisse. Et voilà, et ça faisait un mois qu'il avait pas roulé en Formule 1. Bon, la reprise est difficile, mais bon, Hülkenberg, quand il roule pas pendant un petit moment, il est tout de suite dans le coup. Bon, ça c'est l'expérience peut-être. Verstappen, pareil, on m'a dit, tu parles jamais de Verstappen. Bah ouais, mais bon, il fait tout le temps P3. Tu veux que je raconte quoi sur sa course? Que dalle, voilà. Bon désolé. Et puis enfin, Bottas, oui, alors je vais pas parler de Bottas, il est pas du tout dans le coup ce week-end. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ça a très bien marché en début de course. Il a fait un beau dépassement sur Lewis Hamilton. Il était devant. Et puis à mi-course, il commence à se faire rattraper dessus. Les pneus qui ont dégringolé littéralement. Il a pas su gérer les pneus. Il s'est fait déposer. Bisous, ciao, bello, voir à tutti. Pas d'explication, donc j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce Fast Five. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce Grand Prix du Portugal dans les commentaires. Évidemment, on se retrouve dans une semaine pour le Fast Five du Grand Prix de l'Émilie Rogan, Grand Prix d'Imola. Voilà, un troisième Grand Prix en Italie sur un très beau circuit. Est-ce qu'on aura du spectacle? On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.